bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire une brève introduction, je dirais, sur ce qu'est le Master Data Management. Je vais essayer de vous présenter un petit peu de quoi est-ce qui retourne, et après je passerai la main à la Massif qui nous présentera le retour d'expérience du projet qu'on a mené avec eux ces derniers mois. Donc, juste pour me présenter rapidement, moi je suis Julien Pelletier, je suis manager conseiller expertise au sein de Business et Décision sur la région Nord-Ouest. J'interviens en fait sur tous les comptes du Grand Quart Nord-Ouest, y compris sur Nord. Et j'interviens beaucoup chez les clients, notamment dans les phases amont des projets, sur les études un petit peu, on va dire, d'opportunités, les choix d'outils, et puis j'accompagne après la mise en œuvre des projets. Ce que je vous propose de parcourir rapidement donc, ce matin, c'est déjà une brève introduction sur ce qu'on appelle la gouvernance des données au sens large, puisque le Master Data Management, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la gouvernance des données, pour repositionner un petit peu ça par rapport aux enjeux métiers, aux enjeux SI qu'on peut avoir. Et après, faire vraiment un focus sur le Master Data Management en tant que tel, et en allant directement, je dirais, dans l'exemple, c'est-à-dire en voyant à quoi ça sert concrètement pour gérer quel référentiel, sur quel type d'architecture on peut partir, et après on fera un focus sur le retour d'expérience de la Massif, orienté référentiel client. Enfin, je laisserai la Massif reprendre la main sur ce mot. Donc le premier point qu'il faut comprendre, c'est que la gouvernance des données, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que ça s'inscrit vraiment au cœur de la trajectoire de transformation des entreprises. On parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de stratégie digitale et big data, on y reviendra après. Bien gouverner ces données, c'est des choses qui vont faciliter la mise en œuvre en fait, de ces stratégies-là, parce qu'on va mieux maîtriser la qualité des données qu'on a dans le système d'information, donc on aura une meilleure valorisation de la donnée à l'arrivée. On va mieux maîtriser aussi ces données de référence, ces référentiels clients, ces référentiels produits, ce qui va faciliter en fait les échanges. Et du coup, l'idée petit à petit d'un programme de gouvernance des données, c'est d'aider l'entreprise dans un premier temps à mieux fonctionner, notamment en gagnant du temps, en gagnant de l'argent, en réduisant des coûts opérationnels. Et puis petit à petit, de la faire prospérer. On va mieux connaître le client, on va plus facilement pouvoir réconcilier une vision 360 autour du client, donc être plus pertinent commercialement dans la manière dont on va le démarcher. Et puis pourquoi pas aider aussi à la transformation de l'entreprise avec un système d'information bien gouverné au niveau des données. On se facilite aussi énormément la vie quand on étend son activité, quand on fait des rachats, quand on fait des extensions d'activité sur des nouveaux produits. Donc c'est des vrais enjeux au cœur de la stratégie de développement de l'entreprise. Il faut bien comprendre que de ce fait, un projet de gouvernance de données, c'est un projet qui est avant tout métier, c'est-à-dire qu'il doit vraiment répondre à des enjeux, à des objectifs métiers, et avec un sponsoring fort également de la DSI, mais ce sont vraiment des projets métiers avant tout. On distingue, nous, chez nos clients, 5 grands objectifs en fait, qui tirent un petit peu les initiatives, notamment des projets de MDM. Le premier objectif, c'est certifier sa donnée, c'est-à-dire être sûr que sa donnée est vraie, qu'elle est bonne, qu'elle est juste, qu'elle est à jour et qu'elle répond aux besoins de l'entreprise. Donc la mise à disposition d'une information certifiée, c'est vraiment l'un des premiers objectifs qu'on vise en fait sur la mise en place des outils de MDM. L'autre enjeu fort qu'on trouve aussi, c'est du travail collaboratif. C'est-à-dire qu'une donnée n'appartient plus aujourd'hui à un seul métier. Chaque métier possède une partie de la vérité en fait, sur une information. Et les référentiels commencent à être un petit peu étendus. Si on prend un référentiel produit par exemple, selon le secteur d'activité, il y a une partie de la vérité qui va être détenue par la R&D, une autre partie de l'information détenue par le marketing, encore une autre par le juridique, peut-être par la logistique si on est contraint à des logiques logistiques en termes de distribution. Et en fait, tout cet éclatement de l'information et de la connaissance en fait, dans l'entreprise a amené pendant longtemps des vraies difficultés à centraliser et à avoir un référentiel permettant d'avoir une vision complète de l'information. Et donc aujourd'hui, au travers des solutions de MDM, on vise justement à permettre aux différents métiers de l'entreprise de collaborer autour d'un même référentiel sur la donnée, plutôt que de travailler en silo comme ils l'ont fait pendant longtemps. Un autre objectif fort, c'est d'éviter la redondance de gestion des données.
Qui dit SI complètement éclaté, silo, et fatalement, quand il faut recopier de la donnée, au mieux on peut la faire de manière automatique, donc ça évite déjà d'avoir à la faire manuellement, mais par contre ça tire après des problématiques de synchronisation, d'actualisation de données, et plus on duplique une donnée, plus on se fait des nœuds au cerveau quand il faut la mettre à jour derrière, parce qu'on peut avoir des chaînes de réplication de données qui commencent à être importantes. Donc on a un vrai enjeu aussi sur la limitation de la recopie de la donnée, et de ce fait, aussi une exposition très forte des données des référentiels qu'on va mettre en place. L'idée étant que plutôt que des gens s'amusent à recopier le référentiel chez eux, qu'ils viennent se servir en direct dans le référentiel en temps réel. Le temps réel, justement, ça permet aussi de déployer de nouveaux types de services autour des référentiels. Là où on avait jusqu'à présent des visions très orientées, batch de traitement, je dirais, pour synchroniser des données la nuit ou autre. Ces solutions vont permettre aussi de basculer petit à petit dans le monde fil de l'eau, voire dans le monde temps réel. La différence entre les deux étant la notion de synchrone et d'asynchrone de mon point de vue. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'envisager de nouveaux types d'architecture, une nouvelle mise à disposition de l'information, de la publier plus rapidement auprès des applications qui sont intéressées, pour pouvoir être plus réactif en fait, et délivrer un meilleur service également au niveau des clients. Et puis le dernier point, ça reste quand même un point important, c'est de faciliter les échanges de données. Donc évidemment, quand on a des données de qualité et des référentiels qui sont bien alignés, on facilite les échanges à l'intérieur du SI, mais on facilite aussi les échanges avec les partenaires à l'extérieur. Parce que voilà, de plus en plus, on a des relations fortes qui ont un impact au niveau du SI, d'échange de données avec les partenaires. On n'est plus sur des SI qui sont cloisonnés. Et le fait de structurer et de bien gouverner ces données, ça a aussi des enjeux sur les échanges avec les partenaires. Donc aujourd'hui, c'est vrai que de notre point de vue, les initiatives qui sont lancées par nos clients sur les projets de gouvernance de données, si elles n'embarquent pas au moins un de ces objectifs-là comme vraiment driver clé, on va dire, du projet, on a potentiellement des réserves sur les vraies motivations qu'il peut y avoir derrière. En fait, c'est vrai qu'on challenge beaucoup nos clients sur cet aspect-là, parce que c'est vrai que c'est là où on va vraiment tirer de la valeur, et qui dit tirer de la valeur dit aussi tirer des éléments de retour sur investissement derrière, parce qu'aujourd'hui on doit quand même justifier aussi le coût économique des projets. Donc juste pour repositionner un petit peu les différents concepts, donc quand on parle de gouvernance des données, on est sur un scope très très large, puisqu'en fait on va s'intéresser à la totalité du SI, donc qu'on parte des données de référence, des systèmes opérationnels, voire de l'utilisation jusqu'au système de reporting décisionnel ou opérationnel. Et puis surtout, la gouvernance des données, on s'intéresse à la fois à la couche système, mais on remonte, je dirais, jusqu'au processus métier et l'organisation. La dimension organisation dans les projets de gouvernance de données est très importante. On en parlera d'ailleurs dans le retour d'expérience de la Massif. On a une vraie dimension métier et organisationnelle qui doit être mise en place à côté de ces projets-là. Ce ne sont pas que des projets techniques, c'est aussi des projets qui vont avoir un impact plus ou moins significatif sur l'organisation des métiers, sur la manière de travailler. Dans cet ensemble-là, on entend souvent parler du terme data management. En fait, data management, c'est, je dirais qu'on enlève un petit peu cette dimension organisation. C'est tout un ensemble d'outils qu'on peut déployer dans le cadre des projets de gouvernance de données et qui vont permettre en fait de pouvoir répondre aux différents enjeux qu'on a vus jusqu'à présent. Donc il y a plein d'outils différents qu'on va trouver en fait dans cette activité-là. Le MDM dont on va parler aujourd'hui, mais il y a aussi tout un ensemble de choses autour des dictionnaires de données, des business glossary. On a des outils aussi qui arrivent pour faire de la gestion de métadonnées, donc qui permettent d'introspecter un petit peu, je dirais, au niveau du SI, la manière dont les données sont traitées. On a des outils de gestion de la qualité de données, des outils d'intégration, donc là c'est des choses qui sont un peu plus classiques qu'on trouve au niveau des SI, donc des ETL et des solutions de data quality. Et puis on a la BI, qui est aussi un outil de data management, parce que souvent la BI est le révélateur des problèmes de qualité de données. C'est en bout de chaîne, en fait, quand on cherche à consolider ces tableaux de bord décisionnels, que des fois on se rend compte qu'on a des problèmes sur la réconciliation des données sur tel axe, des éléments qu'on n'arrive pas à transcoder, à rattacher, et ça c'est des révélateurs en fait de problèmes de qualité de gouvernance de données. Et donc souvent chez nos clients, ce révélateur en fait au niveau de la BI est le point de démarrage aussi de réflexion, je dirais, sur le sujet, pour creuser, pour investiguer et voir s'il y a des opportunités de mener des projets de gouvernance derrière.
Donc voilà, je dirais globalement, par rapport aux différents termes, aux différents concepts dont on peut entendre parler sur le marché. Et donc ce matin, on va vraiment faire le focus sur la partie MDM en tant que terme. Je le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on parle de gouvernance de données beaucoup en ce moment? C'est parce qu'on est aussi au cœur des révolutions du SI. Si on parle de Big Data, c'est très bien de pouvoir collecter de la donnée de partout. C'est très bien de pouvoir faire de la massification, des silos avec plein de données et tout. Maintenant, à un moment donné, quand on va vouloir tirer de la valeur de ces informations-là, quand on va vouloir les analyser, il va falloir qu'on puisse les mettre en relation, qu'on puisse les faire parler. Et là, on va avoir besoin d'avoir des informations pivots qui vont permettre d'associer justement les différents ensembles de données. Et ces informations pivots, ce sont des données de référence qu'on a besoin de gouverner. Et donc, il y a aussi une gouvernance de données en fait associée au Big Data, parce que c'est pas juste la foire en fait où on met plein de données à disposition. Si on veut vraiment avoir des analyses pertinentes à fournir aux data scientists et potentiellement des outils de data viz qui s'industrialisent derrière ces informations-là, il faut vraiment savoir sur quel jeu de données on travaille, comment est-ce qu'ils sont définis, comment je peux les relier entre eux, et pour s'assurer qu'on va réussir à les faire parler. Donc les projets Big Data aujourd'hui pour nous sont aussi un vecteur important de projets autour de la gouvernance des données. Et je prendrai juste là par exemple un cas client qui est le groupe Rocher, chez qui on a mené il y a 1 an et demi un projet autour du référentiel client, et aujourd'hui ce référentiel client est au cœur d'un POC Big Data qu'ils sont en train de mener, où ils ont ramené en fait toutes les données du SI autour du client, et ils se sont servis du référentiel client dans lequel on avait justement la traçabilité des identifiants des informations clients dans tout le SI, pour recentraliser toutes les données autour des indicateurs clients. Donc là on est vraiment sur l'utilisation au cœur d'une plateforme Big Data autour du client. Ce qui m'amène au deuxième cas, je dirais, autour des référentiels clients. Le référentiel client, c'est aussi au cœur de toutes les stratégies digitales qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle digital, on parle nouveaux canaux de communication avec le client. Donc on a besoin de connaître ses moyens de contact, mais pourquoi pas aussi d'étendre cette connaissance sur des identifiants sur les réseaux sociaux, sur des adresses IP pour ces objets connectés, un certain nombre de choses. Donc on peut commencer à collecter énormément d'informations, je dirais, autour des points d'accès numériques que le client peut avoir. Et pour pouvoir collecter toutes ces informations-là et créer un petit peu ce qu'on appelle la carte d'identité numérique du client, le premier point, c'est de savoir déjà qui sont ces clients, comment est-ce qu'on peut les centraliser, les unifier, les dédoublonner. Et donc souvent dans les stratégies digitales des clients qu'on adresse, la construction du référentiel client unique est la première étape vers d'autres projets derrière, pour mettre en place des systèmes de fidélité 360 degrés, pour pouvoir mettre en place des stratégies omnicanales. Ça a plein de déclinaisons, je dirais, après, selon l'activité qu'on peut avoir, ou tout simplement aussi pour gérer des phases beaucoup plus opérationnelles. On a besoin de migrer, par exemple, un CRM, on veut changer d'outil, où on veut réintégrer des données d'un autre périmètre qu'on vient d'acquérir. Là, c'est pareil, le référentiel client unique en fait, qu'on va mettre au milieu va faciliter ces projets. Donc ça peut permettre vraiment d'être des facilitateurs, on va dire, sur tout un ensemble de projets derrière, allant même, pourquoi pas, dans une certaine mesure, à la revente d'informations autour de ces clients à des partenaires, à des échanges de données. Voilà, il y a des périmètres de données qu'on peut échanger en restant dans les limites de la loi, on va dire. Voilà, donc, on peut faire plein de choses en fait avec ces plateformes-là. Et c'est des choses qui sont aujourd'hui relativement faciles, on va dire, à mettre en place. Donc voilà très rapidement pour l'introduction que je voulais faire autour de la gouvernance des données. Avant que je passe à la partie MDM, est-ce que vous avez éventuellement des questions sur cette première partie? Okay. Alors, sur la partie MDM en tant que telle. Donc, bon, là on va vraiment partir du basique, on va dire, autour du MDM. Précisons un peu ce qu'on appelle une donnée de référence. Une donnée de référence, c'est donc la donnée qu'on va être intéressé de gérer au niveau du MDM, et c'est une information qui est avant tout partagée. C'est-à-dire qu'on va la trouver accessible, enfin, on va la trouver nécessaire dans différents SI métiers. On va la trouver partagée à la fois entre le SI, les métiers et pourquoi pas l'extérieur.
C'est des données qui sont relativement stables dans le temps, c'est-à-dire qu'une donnée de référence, c'est pas une donnée sur laquelle on va avoir des transactions dans la journée qui vont changer plusieurs fois son état. Sinon, on passe vraiment dans le domaine transactionnel. Et puis, c'est des données surtout qui sont utilisées énormément dans le SI, que ce soit pour des systèmes opérationnels, des CRM, des back-office de gestion, des ERP, enfin, on les trouve vraiment partout. Et également derrière par les systèmes décisionnels, puisque souvent dans le décisionnel, les données de référence, on les trouve comme axe d'analyse en fait des rapports ou des cubes décisionnels. Donc c'est très clairement une donnée qui est énormément utilisée en fait dans le SI. Et du coup, c'est un socle stable et qui doit être bien géré et bien gouverné pour permettre aux autres briques de fonctionner. Si jamais on a des soucis de stabilité sur cette donnée, on peut être en déteste. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans les données de référence? Il y a plein de données. Les cas les plus connus, c'est les tiers. C'est qu'on parle de clients, qu'on parle de citoyens, puisque c'est aussi des réflexions qui ont aujourd'hui lieu dans le domaine public. On parle d'usagers, on parle d'assurés. Voilà, on peut avoir des clients au sens large. On peut adresser aussi bien des personnes morales que des personnes physiques. On n'est pas cantonné, je dirais, à uniquement traiter de la personne physique. Et puis c'est aussi des partenaires avec qui on est en relation, donc ça peut être des fournisseurs, des partenaires business, et même ses employés. On trouve aussi aujourd'hui des cas de mise en œuvre de données de référence derrière les SIRH, où on veut regérer en fait des informations autour des collaborateurs. Notamment quand les SIRH sont éclatés en fait entre plusieurs systèmes, bah, quelque part avoir à un moment donné un référentiel collaborateur, ça facilite aussi l'interconnexion de tous ces systèmes. Donc ça, c'est un cas qui est assez fréquent. L'autre cas qu'on trouve aussi assez fréquemment, c'est ce qu'on appelle les choses au sens très large, et notamment les produits et services. Les référentiels autour des produits ou des services qu'on peut mettre en place, c'est des choses qu'on trouve très très fréquemment, avec même certaines solutions spécialisées dans ce domaine-là qui ne font que ça, qui ne font pas du référentiel client à côté. Et puis on peut être aussi amené à gérer, je dirais, de manière plus large, des contrats, des biens qu'on a besoin de gérer au niveau de l'entreprise, voire même la tarification des produits. C'est des choses aussi qu'on peut trouver dans des solutions de MDM, même si après, selon les logiques tarifaires, on fait plutôt appel derrière à des moteurs de tarification. Une autre problématique assez fréquente, c'est tout ce qui tourne autour des lieux. On a des organisations qui sont géographiquement de plus en plus éclatées. On a besoin d'avoir à la fois potentiellement des locaux back-office, on va dire des sièges dans différentes villes, et puis on peut avoir aussi besoin de gérer un réseau de distribution, de gérer des boutiques, un réseau d'agences, de gérer éventuellement un réseau logistique pour acheminer ces données. Tout ça, c'est des données en fait qui sont associées à une notion d'adresse et une notion géographique. Et donc on a aussi tout un ensemble de savoir-faire autour de ces éléments-là, avec notamment des solutions spécialisées qui permettent de travailler sur la qualité des adresses. Donc de vérifier le fait qu'elles soient bien existantes, qu'elles soient adressables, de les géolocaliser. Et donc tout ça derrière, ça peut amener aussi une facilité d'usage, je dirais, par rapport à des usages numériques. Il y a la géolocalisation, voilà, si on connaît précisément l'emplacement d'une boutique dans un centre commercial, on peut, avec une application mobile qui a accès à la géolocalisation du téléphone, guider la personne jusqu'à cette boutique. Ça peut aller assez loin en fait, ce qu'on peut faire. Et c'est des problématiques concrètes sur lesquelles on travaille chez nos clients aujourd'hui. Les deux derniers exemples alors, sont un petit peu plus rares et pourtant ont de la valeur aussi à gérer dans les référentiels de MDM. Les organisations font des choses qui sont extrêmement fluctuantes, surtout qu'on a aujourd'hui dans les entreprises de multiples modèles d'organisation. On a l'organisation juridique, on a l'organisation opérationnelle, l'organisation managériale qui peut être encore différente. On peut avoir vraiment plusieurs formes de l'organisation en fait, au sein d'une entreprise. Et les organisations, c'est des choses qui bougent souvent, mine de rien, parce qu'en général, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, on fait un petit mélange et on remet tout ça en place. Et donc là, très clairement, gouverner un référentiel d'organisation, ça peut trouver du sens dans la mesure où on va pouvoir anticiper, par exemple, les changements d'organisation dans un outil comme ça, commencer à décrire sa future organisation avec une date d'effet dans le futur, qu'on va mettre au 1er janvier suivant. Et puis du coup, anticiper aussi le paramétrage qui devra redescendre dans toutes les applications qui héritent de ce référentiel d'organisation,
Et elles sont nombreuses parce que les applications qui arrivent souvent de l'organisation, ne serait-ce que pour pouvoir gérer les droits d'accès au niveau de l'application. Souvent, l'organisation est un élément assez structurant. Après, on peut aussi trouver des organisations, alors selon le secteur d'activité, le territoire, au plan de compte, sur des besoins un peu plus spécifiques. Et puis on se sert aussi souvent des solutions de MDM pour pouvoir gérer aussi des nomenclatures, des codifications. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un outil de MDM en place, comme on fait un travail de standardisation autour de la donnée, et petit à petit, on commence aussi à gérer le standard dans l'outil de MDM lui-même, que ce soit sur des règles de nommage, que ce soit sur des listes de valeurs standards d'entreprise, voire même du paramétrage technique. On a aussi un certain nombre de clients qui servent d'outils de MDM pour gérer du paramétrage technique lié au déploiement du SI, ce type de choses. Donc on peut vraiment avoir un usage assez large des solutions de MDM. Un des enjeux forts du MDM, c'est aussi de reclarifier les zones de responsabilité de chacun autour de la donnée. L'idée, ça ne va pas être de préempter une donnée et de se dire c'est moi qui la gère dans sa totalité, parce que je suis responsable de l'application et c'est moi qui vais tout faire. L'idée, c'est bien de clarifier notamment deux notions, c'est qui est le propriétaire d'une information spécifique. Donc quelle est la personne, notamment côté métier, qui est dépositaire de l'information et qui doit s'assurer que l'information est à jour et de qualité. Là, c'est ce qu'on appelle la notion de data owner, c'est vraiment une propriété métier du contenu de l'information elle-même. Et de la notion de data steward, où là on est plus sur une notion où c'est un peu le chef d'orchestre et l'organisateur qui va s'assurer justement que les processus de gouvernance de données fonctionnent bien, que les personnes qui ont la connaissance métier mettent bien à jour la donnée au bon moment dans le système, et que le système répond aux enjeux qui lui ont été donnés quand il a été mis en place. Donc c'est vrai que souvent, dans les organisations, et on le verra au travers de l'exemple, les data owners, on les connaît déjà, c'est des gens qui sont dans les métiers, on ne va pas réinventer leur activité, on va éventuellement changer leur outil de travail, ça peut arriver. Par contre, la notion de data steward, ça peut être une vraie nouvelle activité où on va avoir un pôle qui va être en charge de gouverner un petit peu la donnée, éventuellement de prendre un premier niveau d'arbitrage selon les organisations et les délégations. Mais leur idée va être vraiment de pouvoir s'assurer que tout le cycle de vie de la donnée qu'on va redéfinir dans le cadre du projet de MDM est bien suivi, est bien opérationnel et efficace aussi en termes de traitement. Et puis, ils auront un rôle important, c'est que ça va être aussi eux qui vont identifier éventuellement les ajustements nécessaires sur le système. C'est-à-dire se dire, il y a un process qui pourrait être amélioré de telle manière, il y a un défaut qu'on n'avait pas anticipé en termes de qualité de données, où il faut rajouter des filtres ou des choses comme ça. Et donc eux, ils ont aussi un travail de remonter un petit peu, je dirais, d'évolution, de besoins supplémentaires pour faire évoluer la plateforme de Master Data Management. Et donc, pour continuer un petit peu, après dans les solutions de MDM, on trouve différents modes de mise en place. C'est-à-dire qu'on peut avoir des outils qui soient éventuellement plus ou moins visibles du métier et qui soient plus ou moins actifs au sein du système d'information. On distingue 4 grands modes en fait, de fonctionnement du MDM. Donc les deux premiers sont ici, c'est ce qu'on appelle le mode registre et le mode consolidation. C'est les modes les moins impactants en fait, au niveau du système d'information. Bon, le mode registre, je vais juste en donner 2 mots, mais c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à disparaître. L'idée, c'est de constituer en fait une base qui va permettre de savoir un petit peu où est stockée l'information dans le SI pour remettre un petit peu en cohérence notamment tous les identifiants connus autour d'une information client ou d'une information produit, mais pas forcément de restocker la donnée en local au niveau du MDM lui-même. Là, on est plutôt sur un registre, pour le coup, qui va contenir des points d'entrée. Donc, on est plutôt dans le domaine du MDM virtuel aussi, on a trouvé ça. Et qui va contenir en fait toutes les clés pour accéder aux différentes informations dans les différentes applications du SI. Bon, c'est quelque chose qu'on a vu un petit peu au démarrage du MDM, mais qui tend beaucoup à disparaître. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des outils en fait, privilégient fortement le mode consolidation, qui est beaucoup plus simple aussi à mettre en œuvre et qui permet ces mêmes objectifs, c'est-à-dire qu'on va centraliser de la donnée
qui est stocké dans différents systèmes, que ce soit des systèmes opérationnels, des systèmes, pourquoi pas, de gestion d'une partie des données de référence ou autre. On va la centraliser dans un référentiel, éventuellement la mettre en qualité, la débugger si on a besoin, et permettre qu'elle soit utilisée pour d'autres usages. C'est-à-dire que là, l'enjeu n'est pas forcément de repropager en retour l'information complète dans les différents systèmes, mais plutôt d'alimenter des systèmes aval, le décisionnel, le SI marketing autour des données clients, éventuellement des systèmes d'e-commerce autour des catalogues produits ou ce type de choses, des référentiels produits. Donc là, l'idée, ça va plutôt être d'aller chercher l'information partout où elle est dans le SI d'entreprise, la consolider, la réexposer pour d'autres usages derrière. Donc on est sur un hub de consolidation, c'est le nom du système. Les autres architectures qu'on va trouver, sur la partie coexistence, en fait, c'est la consolidation, mais en allant plus loin. C'est-à-dire qu'on se dit, bon bah ok, on a recentralisé toutes les données à un endroit, maintenant je veux aussi en faire bénéficier en retour des systèmes qui m'alimentent. Donc on va renvoyer en fait l'information vers les systèmes amont pour permettre que la donnée soit connue partout avec la même information, éventuellement avec le même identifiant, de manière à s'assurer que tout le monde parle bien de la même information, de la même chose. Et donc ça on verra, c'est l'architecture que Massif a mis en place sur le projet que nous présenterons tout à l'heure. Et alors le dernier point qui est un petit peu particulier, c'est un MDM de centralisation, alors qu'on a aussi trouvé sous le nom de transactionnel, mais cette terminologie tend à disparaître. Le MDM de centralisation, la philosophie elle est tout autre. C'est qu'on se dit bon, on va remettre un outil de gestion à disposition des métiers. Parce que finalement les outils opérationnels dans lesquels ils travaillent ont des failles, on ne va pas essayer de les améliorer, c'est des ERP, c'est des choses trop complexes. Par contre ce qu'on va mettre, c'est qu'on va remettre un outil de paramétrage en fait, au-dessus de ces outils-là. Ils vont saisir leurs données dedans, donc on va contrôler la qualité à la source, à la saisie. On va leur permettre de saisir tout ce qu'ils ont à saisir, et par contre, après, ce qu'on prend en charge, c'est l'alimentation des briques opérationnelles qu'ils utilisent pour le reste des opérations. Donc ça répond bien sur certaines problématiques, sur le produit, les référentiels d'organisation, dont je parlais tout à l'heure, ce type de choses. Là, on est vraiment bien sur du référentiel en mode centralisé, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, on se rend compte que sur des données clients, ça peut être plus compliqué parce qu'on ne va pas s'amuser à demander à tous les acteurs qui peuvent agir sur le client de venir saisir dans un outil de MDM qui n'est pas du tout un outil opérationnel pour traiter de la relation client. Eux, ils utilisent un CRM, ils utilisent un outil de call center éventuellement, ils utilisent d'autres outils, et donc là, on est plutôt sur un mode en effet orienté coexistence. Donc du coup, par rapport à ces 4 types d'architecture, on a aussi un lien assez fort par rapport au type de données qu'on va gérer et des implémentations qu'on va trouver plus facilement sur certains types de données et d'autres plus facilement sur d'autres types de données. Si on prend les trois modes les plus répandus, donc, que sont la centralisation, la coexistence ou le mode consolidation, on va dire, pour ne pas parler de registre, dans un projet de MDM, il y a des thématiques à adresser systématiquement. C'est des points de passage obligatoires, c'est des questions à se poser. Nous, c'est même des chantiers, quand on organise en fait les projets de MDM, on découpe le projet par ces chantiers-là. Et en fait, selon le mode dans lequel on va être mis en place, on va faire des focus plus ou moins importants, on va dire, sur certains sujets. Typiquement, quand on va être sur une architecture centralisée, on va se dire la qualité de données, c'est pas un gros sujet. Ça reste un sujet, mais qu'on va traiter de manière complètement différente, puisqu'en fait, c'est à la saisie qu'on va la contrôler. Donc, c'est l'outil de MDM lui-même qui va apporter une couche de contrôle au niveau de la saisie et qui va être garant que la donnée soit bonne à la source. Et du coup, après, au niveau des flux, on a en théorie moins de travail à faire, puisqu'on sait que la donnée a été saisie correctement. Par contre, on a un gros travail sur tous les flux sortants, parce que l'intérêt d'un mode centralisé, c'est de distribuer après la donnée très largement. Et donc là, on peut avoir des fois, sur les référentiels d'organisation, ça arrive qu'on ait 100, 150 applications qui soient connectées derrière pour le récupérer. Il va y avoir des travaux importants de redescendre l'information derrière. Sur le mode coexistence, coopération, alors c'est le mode qui est un peu plus contraint parce qu'on cumule en fait à la fois les contraintes du mode registre autour de tout ce qui est dédoublonnage, fusion des données, notamment sur les référentiels clients. Et on a aussi la problématique des flux sortants qu'on doit adresser de manière beaucoup plus importante parce que, notamment quand on réalimente des systèmes qui nous ont alimentés en amont, il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle des boucles de mise à jour, où quand on va renvoyer des données à un système amont, ça va provoquer des mises à jour sur l'amont qui va nous renvoyer une mise à jour après, et on commence à boucler sans fin.
Donc on a des problématiques un petit peu spécifiques aussi d'intégration à traiter dans cette architecture-là, qui fait que sur toute la partie flux entrant, flux sortant, on a une bonne complexité quand même à gérer. Et puis on a aussi des enjeux assez importants autour du modèle de données, parce que c'est là où on doit être aussi le plus compatible. C'est-à-dire que autant quand on est en mode centralisé, on va remodéliser un modèle métier tel que le métier se voit le gérer au quotidien, parce qu'ils vont administrer ça dans l'outil. Autant quand on est sur une architecture de coexistence, on est plutôt dans une notion de compatibilité par rapport à tous les applicatifs qu'on va interfacer. Et donc là, c'est un travail où on doit plutôt fédérer les modèles de données de l'ensemble des applications pour trouver le modèle métier qui va permettre de parler avec tout le monde, sans perte de données, sans être restrictif et en répondant aux besoins de chacun. Donc on a des enjeux assez forts autour du modèle de données. Puis le mode de consolidation, on a un petit peu moins de contraintes, on va dire, notamment sur la partie flux sortant et sur la partie flux entrant que ce qu'on peut avoir sur le mode coexistence. Et donc du coup, derrière ça, on arrive aussi à des réalités de projet très différentes. Pour donner un exemple assez simple, entre un référentiel client en mode coexistence et un référentiel client en mode consolidation, sur les mêmes volumétries, sur les mêmes nombres de systèmes sources ou autres, le temps d'implémentation peut varier de 1 à 3. Voilà, donc, sur le mode coexistence, très clairement, on a beaucoup plus de choses à tester, notamment les retours de mise à jour ou autres. Donc c'est des projets qui sont fatalement un petit peu plus longs, un peu plus lourds à mettre en œuvre. Et donc on peut tomber sur des extrêmes assez forts comme ça. Donc justement, si on parle un petit peu des cas d'usage les plus fréquents, le référentiel client. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de référentiel client. L'un des principaux objectifs que visent nos clients, c'est remettre en place une vision de 360 degrés, donc autour d'une identité client unique, partagée, dans lequel on va pouvoir consolider des informations qui viennent de différents systèmes. Et donc on va, comme ça, se poser des questions par rapport à l'existant, de savoir où sont les bonnes informations qui m'intéressent par rapport à un référentiel client. Où est-ce que la date de naissance, par exemple, de mon client est réellement mise à jour de manière régulière par rapport à un autre système qui peut le capter éventuellement une fois et puis plus bouger après pendant 20 ans. Également, est-ce que mes données sont complètes vis-à-vis des besoins de la vision 360? Les visions 360 sont des choses qui sont très larges. Donc, est-ce qu'on a la totalité des données? La grosse problématique des référentiels clients, c'est comment je vais rapprocher mes clients, les dédoublonner, parce que c'est très rare qu'on ait un identifiant unique commun à tous ces systèmes-là qui permettent de les rapprocher techniquement. Donc là, il faut traiter fonctionnellement la problématique de dédoublonnage, où on va parler de similarité d'informations avec des règles plus ou moins floues, voilà, merci, sur les rapprochements, et qui vont permettre de dire, si celui-là, si j'ai deux clients qui se ressemblent à plus de 97%, je suis sûr que c'est le même, je vais les fusionner. S'ils ont de l'écart, on va dire, et qui se ressemblent à moins de 75%, je ne vais pas prendre de risque, je ne vais pas les fusionner. Et puis entre les deux, je ne sais pas. Donc entre les deux, j'ai besoin d'un acteur humain. Et là, pour le coup, ça peut être un data steward ou un data owner qui reprenne la main, pour prendre la décision et de dire oui, c'est bien le même client ou non, c'est pas le même client. Parce qu'il y a une limite, je dirais, à ce qu'on sait automatiser en termes de traitement et de validation de rapprochement. Donc ça, c'est un point important parce que c'est vrai que selon les volumétries de clients qu'on va traiter, très vite, le fait d'avoir à valider manuellement des doublons sur des fois des dizaines de millions de clients, ça peut générer une vraie activité au niveau des métiers, donc c'est des choses sur lesquelles on peut avoir des enjeux assez forts. Et puis une fois qu'on a construit, je dirais, le référentiel client, va aussi se poser la question des reprises des données historiques par rapport à l'usage cible que je veux en faire. C'est-à-dire que le référentiel client, c'est bien d'avoir reconstruit sa vision consolidée, on va dire, autour du client. Mais derrière, il doit aussi nous aider à reprendre plus facilement les données. Donc dans un référentiel client en mode consolidation, on va garder la traçabilité aussi de tous les identifiants techniques que le client possède dans tous les systèmes qu'on a en amont, pour que lui nous fournisse, le MDM, une table de transcodification qui va permettre de tout rapprocher sur une identité unique. Et c'est là, en fait, où on a un vrai apport de valeur pour la construction d'une vue 360 autour du client. C'est que c'est le MDM, par son activité de fusion de dédoublonnage, qui va se charger de garder cohérent le référentiel et de fournir le pivot des identifiants nécessaires à la réconciliation des données. Donc ça, c'est l'un des cas les plus fréquents d'utilisation autour des MDM clients.
Si on parle un petit peu autour du référentiel produit, on en a déjà parlé, hein, du jeu, c'est vraiment de mettre les métiers en collaboration. Les métiers ils peuvent être vraiment très divers selon le secteur d'activité sur lequel on est, parce que si on fait par exemple de la commercialisation de produits auprès du grand public, eh ben, c'est le service marketing des fois qui est juste à une idée à un moment donné, et cette idée, il faut l'envoyer en étude de faisabilité à la R&D. Après, il faut estimer les coûts de production et de fabrication pour voir si c'est rentable. Une fois qu'on donne le go pour le commercialiser, après on passe la main à la distribution et à la logistique pour pouvoir voir comment je l'achemine au niveau de mes points de distribution. Éventuellement, il faut aussi le fournir au réseau de revendeurs ou aux différents canaux de distribution. Après, il faut gérer le cycle de vente, il faut faire du reporting en termes de gestion dessus. Donc petit à petit, en fait, on s'aperçoit qu'on va vraiment mettre en collaboration la totalité des métiers de l'entreprise autour d'un référentiel, et donc là très clairement c'est vrai que la gestion centrale en fait d'une information de produit est censée apporter de la valeur, notamment autour de la fluidification de ce processus-là. On a des clients qui ont constaté en fait après la mise en place de leur référentiel de produit une accélération du délai de mise sur le marché, des fois en divisant par 3 le délai. Alors c'est pas magique, ça ne va pas non plus tout faire du lendemain, il reste des étapes toujours de travail manuel à faire, mais c'est réduire les latences, on va vraiment réduire là où il y a de la latence au niveau du processus. On va avoir aussi un processus actif d'alerte qui va pouvoir notifier dès qu'un acteur est attendu pour compléter une information, on va pouvoir lui signaler avec un système de workflow. Et puis on va aussi choisir petit à petit, je dirais, par rapport à ce référentiel-là, à quel moment je veux commencer à diffuser ma donnée. Quand j'ai une idée marketing en cours d'investigation pour la R&D mais qui n'a rien de validé, ça ne sert à rien d'en informer le décisionnel, la logistique et compagnie. Donc gérer ce cycle de vie, ça va aussi être géré derrière la mise à disposition au bon moment de la bonne information vis-à-vis des systèmes qui ont besoin de la connaître. Donc ça, c'est des projets qui sont éminemment organisationnels, les référentiels de produits, très clairement, et puis souvent qui nécessitent une phase d'analyse préalable et d'atelier avec les métiers pour bien définir les process, les cartographier s'ils ne le sont pas déjà, avant de pouvoir mettre en place la solution. Alors les autres cas, on en a parlé tout à l'heure, des référentiels qui sont un petit peu sous-estimés même des fois, parce que sont vraiment très utiles. Justement, c'est tous les référentiels autour de la partie géographique. Parce que quand on a des sites, potentiellement, on va vouloir alimenter un certain nombre de systèmes frontaux web ou back-office web pour communiquer sur cette liste de sites, que ce soit des points de vente auprès des clients, que ce soit des points d'échange pour des fournisseurs, des lieux de livraison. Il faut communiquer plein de choses à ce niveau-là. Communiquer aussi autour des sites les adresses des personnes au travers d'un annuaire de contact, qui soient ouverts au public ou qui soient internes au niveau d'une entreprise. On va aussi pouvoir éventuellement alimenter des applications de sécurité, savoir qu'une personne travaille sur quel site d'un point de vue RH. Si on alimente un annuaire de sécurité derrière, ça permettra de donner des habilitations liées au site en question, que ce soit sur les accès physiques ou éventuellement des applicatifs locaux. Et puis on peut aussi alimenter justement les applications RH pour avoir un référentiel de site à jour dans le SIRH pour savoir où est-ce que je dois affecter mes collaborateurs qui travaillent. Et donc on s'aperçoit que ces référentiels-là, qui ne sont pas forcément toujours très visibles comme des référentiels transverses au niveau de l'entreprise, sont en réalité dans le SI très très utilisés. Et donc on a des vrais enjeux à les gouverner correctement s'ils ne le sont pas déjà. Et donc on a des cas aussi de mise en place vraiment centrés sur les notions de site et de bureau. Par exemple, en ce moment, on accompagne un acteur de la restauration rapide autour du référentiel des points de vente. Ça peut paraître bizarre, ils font de la restauration rapide depuis 40 ans, mais ils n'ont pas de référentiel des points de vente aujourd'hui. Ils ont des référentiels, donc différentes applications métiers pour les différentes marques, mais au niveau groupe, ils n'ont pas de référentiel. Et donc, dans le domaine de l'organisation, on en parlait tout à l'heure, c'est un petit peu le pendant de l'organisation autour de la géographie. C'est les organisations juridiques, managériales, RH qui peuvent exister. Et là, qui sont également très importantes pour le décisionnel, parce que là, très clairement, les axes organisation font partie des axes de consolidation qu'on a dans le décisionnel pour pouvoir mesurer les performances du réseau commercial par territoire, que ce soit les chiffres d'affaires des différentes entités d'un groupe, ce type de choses. Donc le décisionnel est l'un des premiers clients d'une bonne gestion des organisations.
mais on retrouve les mêmes notions, enfin les mêmes outils aussi que les référentiels géographiques autour de tout ce qui est annuaire de contact, annuaire de sécurité, les applications RH, et puis dans une moindre mesure les organigrammes pour la com, quand elle a publié ces organigrammes, et puis éventuellement les briques, on va dire sociales qu'on peut mettre en place au niveau de l'entreprise. On va parler de réseaux sociaux, on va parler d'espaces collaboratifs, où souvent les structures de droit ou la visibilité qu'on peut donner à un collaborateur est directement liée à son positionnement dans l'organisation, et donc on intègre l'organisation dans ces référentiels. Voire même des fois on structure les espaces collaboratifs vraiment découpés selon un modèle organisationnel. Donc voilà un petit peu pour les différents cas d'usage dont je voulais vous parler ce matin. J'ai 3 minutes avant de donner la parole à mes amis de la Massif, si vous avez des questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. Sinon, on pourra revenir après l'intervention de la Massif, plus généralement, si vous avez des questions. Question sur la démarche en général. Une démarche de mise en place d'un projet de gouvernance des données. Est-ce que finalement le MDM il embrasse toutes les problématiques? Donc est-ce que c'est le cœur de la démarche? Pas nécessairement. Pas nécessairement. En fait, nous, ce qu'on aime bien faire quand on a l'opportunité de le faire, c'est vraiment pouvoir travailler sur un diagnostic de la gouvernance existante. Et en fait, des fois, le diagnostic de la gouvernance va faire ressortir pas forcément les mêmes défauts sur les mêmes référentiels. Il y a des référentiels qui gagnent juste à être connus, et peut-être juste publier un dictionnaire de données, des fois suffit à remettre en valeur, je dirais, le référentiel, à recommuniquer autour de lui. Et donc on peut être juste sur un projet simplement orienté autour du dictionnaire de données. Des fois on s'aperçoit aussi que les problématiques sont vraiment plus liées à l'intégration, à la synchronisation technique. Et là, juste l'apport d'un outil de qualité de données, des fois, peut suffire à apporter la valeur attendue. On n'est pas systématiquement, je dirais, dans la mise en place d'un projet de MDM. Ça arrive, très clairement, notamment là où on a des problématiques un petit peu complexes à résoudre. Souvent, le MDM va apporter des solutions pour permettre de les résoudre. Mais il faut vraiment se baser sur le diagnostic de gouvernance en fait, qu'il faut faire au départ, c'est-à-dire d'analyser référentiel par référentiel, qui gère quelle information dans quelle application. Et rien que de faire ça, l'information au sens un petit peu détaillé, ça suffit à poser est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce que j'ai deux personnes voire plus, qui gèrent la même information dans des applications différentes, donc qui s'en mettent à la saisie, ou est-ce que j'ai des informations qui sont saisies par personne, ça arrive aussi. Et donc là, quand on retrouve des responsables, on a du mal des fois à les trouver. Et c'est là en fait où on met en valeur, en fait, on met en lumière au travers de ce diagnostic-là les défauts de l'organisation, et où on peut choisir stratégiquement les bons projets à mener, parce que ce n'est pas une réponse monolithique et unique de se dire qu'il faut faire du MDM pour faire la gouvernance, c'est un champ qui est beaucoup plus large. Et il y a des fois, ça passe juste par de la réorganisation, en gardant les outils existants, mais juste en changeant la manière de travailler des métiers, en intégrant peut-être certains flux de synchronisation qui n'existaient pas. J'ai une deuxième question sur le préalable, pour les problématiques adressées. Vous parlez de modèle de données. Ouais. On parle de modèle de données métier ou sémantique, logique, physique. On parle de quoi? Parce que alors, très clairement, le MDM, on va plutôt se baser sur un modèle à la base orienté métier. Ouais. Après, selon les outils, on a un travail de conception plus ou moins important, on va dire, à faire, pour dériver du modèle métier qui répond aux enjeux métier sur des modèles physiques d'implémentation, mais là qui sont très variables en fait selon les solutions sur lesquelles on travaille. Il y a des solutions qui travaillent directement sur le modèle métier, le modèle sémantique, et d'autres qui nécessitent de concevoir, je dirais, un modèle physique très structuré en dessous pour pouvoir gérer un peu ces outils. Alors évidemment, il y a aussi des temps d'implémentation qui sont très différents selon ces solutions. Mais on trouve vraiment les trois notions. Ce qui est sûr, c'est que quand on fait le cadrage, on travaille énormément avec les métiers, on travaille sur du modèle métier, du modèle sémantique. On ne va pas les embêter avec la modélisation finale, je dirais, telle qu'on va la concevoir au niveau de l'outil. Donc c'est vrai qu'on peut des fois avoir une approche un petit peu différente de ce qu'on peut trouver dans le décisionnel, où souvent la modélisation des axes est directement issue des ateliers avec le métier. Là, on va sortir des ateliers métiers avec une modélisation de métier, et après, il y a un travail de conception qui est lié à la discussion logicielle.